Bonjour à toutes et à tous, ici Louise de Louise Budget, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va parler de mon ressenti autour de la lecture du livre « En as-tu vraiment besoin ?» de Pierre-Yves Maxwin, qui a été édité par les éditions Guy Saint-Jean. Moi j'ai aujourd'hui la version numérique sur mon iPad. L'idée de cette vidéo et de toutes les vidéos que je fais sur les livres financiers, les livres de finances personnelles, ce n'est pas de vous faire un résumé du bouquin, c'est de vous dire sincèrement ce que j'en ai pensé, c'est d'en extraire pour moi des idées qui sont capitales et qui potentiellement me font changer d'avis, puisque c'est quand même l'idée aussi d'une lecture comme ça, c'est parfois d'apprendre des choses et de se remettre en question. Et puis aussi, pourquoi pas, de remettre aussi à sa place l'auteur ou l'autrice du bouquin qui parfois dit des choses qui le concernent lui ou elle et ne sont pas forcément valables à mon sens dans tous les contextes. Donc voilà, déjà je remets ce sujet à jour, je ne fais pas de résumé, je n'ai pas l'intention d'en faire. Une fois qu'on aura terminé ce sujet sur le livre « En as-tu vraiment besoin ?» Eh bien je vous propose qu'on fasse un petit tour de mes enveloppes en ce No Spend Challenge, qui est aussi appelé un mois blanc ou un mois sans dépenses. C'est le défi que je me suis lancé ce mois-ci, mois de mars 2022. Vous aurez dans la description de la vidéo, juste en dessous, le chapitrage. Donc vous pourrez, si vous n'êtes intéressé que par mon budget, mes finances perso, déballage des enveloppes, etc., vous pourrez cliquer et aller directement à cet endroit de la vidéo. Sans plus attendre, je vous propose qu'on démarre cette revue un petit peu du livre « En as-tu vraiment besoin ?» de Pierre-Yves Maxwin. Donc déjà, juste pour rappel, c'est un livre que vous avez choisi. Régulièrement, je mets en sondage les livres qui m'intéressent et vous choisissez celui que je vais lire et dont je vais parler dans une vidéo. Donc ça, c'est vraiment un choix qui a été sans équivoque. Je crois qu'il y a 70% des gens qui ont voté pour que je lise ce livre. Alors, déjà, livre assez rafraîchissant, c'est Pierre-Yves Maxwin habite au Québec et du coup il y a pas mal d'expressions qui sont purement québécoises et du coup c'est un plaisir aussi d'apprendre du vocabulaire, d'avoir des expressions qu'on ne connaît pas. Je trouve que ça a rendu un peu ludique cette lecture, en sachant que de base c'est un livre qui est assez didactique. Je vais vous montrer un petit peu, mais hop, en fait vous avez énormément de petits chapitres. Donc pour tous les gens qui aiment lire, mais pas forcément 50 pages du jour au lendemain, vous allez pouvoir choisir vos sujets. Tout se lit dans le désordre si vous le souhaitez. L'objectif du livre, c'est de vous poser systématiquement la question « Telle chose, en as-tu vraiment besoin ?» Donc, par exemple, la carte de crédit, en as-tu vraiment besoin? L'équipement haut de gamme, en as-tu vraiment besoin? Le budget, en as-tu vraiment besoin? L'équilibre, en as-tu vraiment besoin? Le mariage, en as-tu vraiment besoin? Tout ceci est vraiment mis dans une perspective financière. Attention, puisqu'il dit, par exemple, page 182, il va passer sur l'amour, en as-tu vraiment besoin? Travailler, en as-tu vraiment besoin? Tout ça, c'est exploré uniquement, enfin quasi uniquement du point de vue financier, finance personnelle. De temps en temps, c'est quand même exploré d'un point de vue idéologique, évidemment, et de façon ironique. Donc, il ne faut pas être choqué. Vous avez par exemple Pierre-Yves Maxwin qui dit « Les enfants, en as-tu vraiment besoin ?» Donc, c'est assez rigolo parce qu'en fait, il va vous obliger à vous poser des questions que vous n'osez pas vous poser et à réfléchir à des conséquences dans lesquelles vous êtes un peu dans le déni parfois. Quand je dis « vous », je parle de moi aussi, bien entendu. Une stratégie de consommation, gérer les attentes, cuisiner, la coiffure, te préparer à l'échec, la faillite, prévoir ta mort, en as-tu vraiment besoin? Voilà, ça passe des assurances à un mode de vie, à certaines choses qui sont tangibles, exemple une voiture, les fêtes d'anniversaire, tout ça, c'est exploré par Pierre-Yves Maxwin avec un petit peu d'ironie et un petit peu d'humour noir de temps en temps. Il y a parfois des petites blagounettes que je n'ai pas forcément super appréciées. Voilà, mais au moins ça a le mérite d'être facile à lire et ça a le mérite d'être
non exhaustif, quoi. Ça couvre vraiment énormément de sujets. Donc ça déjà c'est la première chose. Si vous voulez découvrir le livre, l'avantage c'est de vraiment vous ouvrez, vous regardez le sommaire et vous allez voir, il y a un choix incroyable de sujets sur lesquels on se pose la question d'en as-tu vraiment besoin. À savoir qu'il y a des choses et là sur lesquelles on se rejoint beaucoup avec Pierre-Yves McSween. Il va parler de l'épargne, il va parler du budget, il va parler du neuf versus de l'occasion, il va parler des assurances, des dettes, bref, et tout ça, ça rentre quand même dans une logique assez sage de gestion budgétaire. Donc on est un peu dans la logique de cette chaîne YouTube, c'est-à-dire que je suis quand même plutôt globalement d'accord avec lui sur ces sujets-là. Ce pourquoi j'ai un peu tiqué à certains moments de la lecture et qui font que je ne suis pas 100% d'accord avec lui, c'est que j'ai l'impression parfois qu'il est dans l'extrême. Parfois peut-être l'extrême privation ou la radinerie, je le dis sans que ce soit péjoratif, hein, mais vraiment, on a l'impression vraiment qu'il veut être le meilleur dans ce qu'il ne va pas dépenser. J'estime que déjà c'est une personnalité. Il parle par exemple à un moment donné de ce manteau, enfin de ce blouson qu'il a depuis le lycée. Aujourd'hui, je crois, d'après le livre, qu'il a une cinquantaine d'années ou une quarantaine d'années et il porte toujours le même. Pourquoi pas? Mais je veux dire, après, ça reste une personnalité. On ne peut pas dire aux gens, oui, t'as besoin de rien, arrête de te prendre la tête et porte les mêmes chaussettes toute ta vie, tu vois. Donc, des fois, je trouve que c'est un peu extrême et que pour les gens qui ont des addictions, des impulsions, des émotions, des accidents de vie, des parcours différents, ça autorise pas trop de dépassement, quoi. Faut vraiment rester dans les clous. J'aime pas trop les méthodes trop extrêmes, donc il y a vraiment des chapitres sur lesquels j'étais pas hyper d'accord et surtout je trouvais que ça allait beaucoup trop loin, quoi. Voilà, mais ceci dit, j'ai appris vraiment beaucoup de choses, ça m'a aidé à réfléchir à beaucoup de choses et globalement j'ai eu un ressenti plutôt positif sur ce bouquin qui est rafraîchissant. Maintenant j'ai extrait des choses sur lesquelles je suis d'accord et qui m'ont beaucoup fait réfléchir et ce sont des choses qui, d'après Pierre-Yves McSween, ne sont pas utiles, ou en tout cas ne sont pas nécessaires à tout le monde, et pourtant qu'on a tendance à tous chasser et rechercher. Je suis assez d'accord avec lui, même s'il y a bien eu des moments où j'étais dubitative et ça m'a beaucoup interrogée parce que forcément se remettre en question c'est pas facile et je reconnais, je vous dirai au fur et à mesure, mais je reconnais qu'il y a des choses sur lesquelles je suis facilement tentée. Hop, allez, c'est parti, j'enlève mon iPad et je prends mes petites fiches. On va commencer par le début, ma foi. Alors, les marques, en as-tu vraiment besoin? Ça, c'est un chapitre que j'ai beaucoup aimé parce que j'ai toujours été intéressée par le marketing et j'ai trouvé sa perception très très bonne. Donc, Pierre-Yves McSween vous explique que vous n'avez pas besoin des marques, mais genre pas du tout. Et il dit d'ailleurs, plus on entend parler d'une marque de façon positive, plus notre cerveau lui confère de la valeur. Alors ça c'est très vrai, les marques sont très puissantes, c'est fait exprès évidemment, et c'est encore plus vrai quand on a des marques par exemple qui vont utiliser des personnalités célèbres en tant qu'égérie. C'est vraiment de façon consciente et inconsciente, on a tendance à absorber cette image en se disant que la personne qui fait la publicité de telle ou telle marque est forcément pour cette marque, est forcément meilleure parce qu'elle utilise cette marque, etc., etc. Donc tous ces messages, ils sont induits par le marketing et je trouve ça super intéressant que Pierre-Yves McSween les remette en question. Donc pourquoi est-ce que les marques, on n'en a pas besoin? Parce qu'il faut faire hyper attention au faux sentiment d'appartenance. Le faux sentiment d'appartenance, c'est ce qui est ce que l'on ressent quand on achète une marque. C'est-à-dire que si on achète, par exemple, je connais des gens qui travaillent dans la musique, pour eux, il y a des marques qui se démarquent. Désolée pour le... Voilà. Type Fender, pour ceux qui connaissent, mais je peux aussi vous donner l'exemple des Nike portés par des grandes stars du basketball. Voilà, on a l'impression qu'on fait partie d'une communauté parce qu'on achète la même chose que le copain, la copine. C'est très vrai aussi avec les produits Apple, par exemple. Je vois ma fille et toutes les gamines et les gamins du collège ne jurent que par Apple, alors qu'ils ne se servent absolument pas d'autres choses sur l'ordinateur que du traitement de texte et d'autres choses que de Snapchat sur leur iPhone. Pour autant, ils ont l'impression d'appartenir à une communauté. Donc attention à ce faux sentiment d'appartenance, c'est complètement faux, on n'appartient à rien du tout sous prétexte qu'on a une marque sur le dos.
Attention à l'image qu'on veut renvoyer, ça c'est très vrai. Effectivement, quand on décide d'avoir un sac Lancel ou un t-shirt Lacoste, qu'est-ce qu'on essaye de montrer aux autres et comment on se sent dedans en fait? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que le marketing a réussi à nous faire croire? Attention aux stars à qui on veut ressembler, donc ça c'est vraiment le côté des égéries, et je vous dis, que ce soit dans l'habillement, que ce soit dans les produits de beauté, que ce soit dans la musique, on essaye vraiment de nous faire passer le message que telle ou telle personnalité est ce qu'elle est grâce à la marque. N'oublions pas que ces gens-là sont payés, ils sont payés grassement et ils ont raison de prendre cet argent, très clairement. Quand vous avez Marion Cotillard qui fait de la publicité pour des grands parfums ou des grandes marques de produits de beauté, quand elle a empoché des centaines de milliers d'euros, et je suis gentille, ça se trouve, ça se compte en millions, moi j'en ai aucune idée, mais qui vous dit qu'à la maison elle utilise ça? Peut-être qu'elle les utilise parce qu'elle les a gratuitement, mais qu'on ne me fasse pas croire que quoi qu'il arrive, ça aurait été sa marque de choix si cette personne n'avait pas été une personnalité avec derrière un gros chèque. Donc attention à ces stars qui en fait font juste leur travail, et c'est un travail. Ensuite, attention, et ça vraiment j'y avais jamais pensé parce que moi j'utilisais cette excuse, attention à l'excuse prix-qualité trop souvent utilisée. À quel moment j'ai utilisé cette excuse? Eh bien moi j'ai eu une période où j'étais absolument dingue de baskets. Donc entre mes 15 et mes 25 ans, j'avais un nombre de baskets incroyables, toutes de marques, toutes des modèles différents avec plein de couleurs qui se coordonnaient à mes habits, enfin bref. Et j'ai eu une période sac de marque aussi. Donc Lancel, Longchamp, Fossil, voilà, ça a été des marques que j'ai beaucoup suivies avec des sacs, voilà, qui parfois le prix, le dernier sac que je m'étais acheté, donc c'était en 2014 je crois, de marque, m'avait coûté 450 €. Et donc j'avais donné très clairement l'excuse en rentrant à la maison de « je suis tellement contente, j'ai trouvé un sac génial, il a coûté 400 €, tout le monde a bondi de sa chaise en disant « mais pourquoi? Pourquoi un sac à 400 €? » Et j'ai donc expliqué que en fait, ce sac allait être hyper durable et que j'allais le porter absolument tous les jours et que c'était une qualité incroyable et que donc ça valait son prix. Or, ce qui s'est passé évidemment, c'est qu'au bout de 1 an et demi, il a commencé à s'abîmer. Quand on porte un sac, même un sac de très grande qualité tous les jours, le cuir fait des plis, il y a des petites traces d'usure, il y a le petit coup de crayon qui est à l'intérieur de la housse. Enfin bref, c'est normal, hein, c'est un sac qui vit en fait. Sauf que derrière, je m'en suis lassée, comme n'importe qui. Donc en 2017, 3 ans après, j'étais là encore à me traîner mon sac, mais vraiment de façon triste, quoi. Genre, j'en peux plus de ce sac. D'ailleurs, je ne l'ai plus, je m'en suis débarrassée parce que la seule idée qu'il ait pu me coûter 400 €, ça m'était insupportable. Donc voilà, attention à l'excuse prix-qualité, parce que si clairement, tous les 2 ou 3 ans, on a envie de changement, dans ce cas-là, est-ce que ça vaut le coup de se prendre un sac à 800 €? Je dis ça, je dis rien, il y a des gens qui sont passionnés, moi, c'est pas du jugement, c'est vraiment attention aux excuses qu'on est capable de se donner pour dépenser dans les marques. Allez, j'avance parce que c'est un sujet que je trouve passionnant, mais il y en a d'autres à explorer. Alors, les marques, on a fait les cartes de fidélité. Pierre McSween nous dit qu'on n'a pas besoin de cartes de fidélité et même qu'on les utilise de trop. Il explique que dès qu'on utilise sa carte de points, et on appelle ça une carte de points au Québec, on choisit de laisser sa trace partout. Et ça, pour le coup, je l'ai su à une époque et j'ai complètement zappé. Puisque moi, je suis assez adepte des cartes de points. J'aime bien faire je fais pas beaucoup de shopping, mais en tout cas, même mes courses, je les fais toujours au même endroit. Et en fait, les cartes de fidélité, ce sont des outils pour les supermarchés ou les enseignes qui leur permettent de cumuler des données nous concernant sur nos achats, nos habitudes, la fréquence de nos sorties, le type de marque, le type de modèle qu'on achète, notre âge. Vous savez qu'ils nous fêtent nos anniversaires, par exemple. C'est pas pour rien, ils veulent notre âge, ils veulent notre situation, notre catégorie socio-professionnelle, etc. Tout ça, ce sont des données qu'on laisse et qui ne sont pas gratuites, évidemment. Ces enseignes les réutilisent pour pouvoir nous attirer avec des nouvelles réductions, des nouvelles propositions, des changements dans les bonnes affaires, soi-disant, dans les têtes de gondole, etc. Donc attention à l'accumulation, à l'heure du big data, on se le dit tous. Faisons attention à qui on laisse nos données et pourquoi, parce qu'elles sont précieuses et qu'on n'a pas envie que des marques ou des enseignes nous suivent à la trace. Attention également à l'impression de gratuité.
C'est très vrai, certaines cartes de fidélité disent au bout de 10 achats, vous allez gagner un pourcentage, un bon de réduction, un article, etc. On a l'impression du coup que cette chose est gratuite. En général, on l'a payée d'avance. C'est-à-dire que au final, tout ceci est très savamment calculé pour que la gratuité ne soit pas une véritable gratuité pour l'enseigne qui vous la propose. Donc, c'est vraiment juste un effet de marketing. Attention également à la surconsommation liée au système de récompense. Quand on vous dit que si vous choisissez telle marque dans un rayon et qu'au bout d'un certain temps, à force de l'utiliser, de l'acheter, eh bien, vous allez avoir des réductions. En général, ça vous pousse juste à une chose, c'est à surconsommer. N'oublions pas que les cartes de fidélité, elles ont surtout été créées pour ça, pour pouvoir vous rappeler qu'il y a des marques, des enseignes qui ont besoin de vos achats. Et donc, on a tendance à surconsommer dans des endroits où on a des cartes de fidélité. Moi, je pense par exemple les fast-food ou certains petits restaurants, les pizzerias, etc. La pizza va vous coûter 12 €. Au bout de 10, vous en avez une petite gratuite. Bon, est-ce que vraiment vous aviez besoin de prendre 10 pizzas dans les 2 mois? Je ne suis pas sûre. Pour avoir la gratuite, en tout cas, ça n'avait aucun sens. Attention également à la surloyauté qui éloigne les économies. Alors ça, j'aurai l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos parce que je me suis pas mal renseignée là-dessus, mais c'est vrai que des fois, on a l'impression qu'en étant fidèle à une seule et même enseigne, je pense notamment au supermarché, on a vraiment l'impression qu'on fait des économies à terme parce qu'il y a des points qui se cumulent sur nos cartes, des points ou des euros même directement. Sauf qu'en fait, si vous regardez, parfois vous achetez certains articles de toute façon plus chers pour qu'ils correspondent à votre système de fidélité, pour qu'ils correspondent, pardon. Donc l'idée, c'est vraiment de continuer à comparer avec ou sans carte de fidélité. Attention à ne pas être trop loyal pour ne pas se prendre la tête, parce que des fois, il y a des produits qui sont vraiment trop chers. Et ce que vous récupérez ensuite, ça ne changera pas le problème de départ. Voilà pour les cartes de fidélité, voilà, c'est des réflexions qui m'ont beaucoup plu parce que je n'avais jamais pensé sous cet angle-là. Donc merci à l'auteur d'avoir pris le temps. Ensuite, une voiture neuve, en as-tu vraiment besoin? La réponse de Pierre-Yves McSween, évidemment, c'est non et il va vous expliquer pourquoi. Donc, pour lui, une bonne partie de la valeur octroyée au véhicule automobile individuel ne concerne pas sa fonction première qui est se déplacer. Alors là, pour le coup, je pense qu'il a raison, c'est-à-dire qu'il y a vraiment deux écoles. Moi, mes parents voulaient toujours acheter des voitures neuves à crédit. J'ai toujours vu mes parents rouler dans des voitures neuves, c'est plus le cas aujourd'hui, mais ça a été le cas pendant au moins 40 ans. Et le but, c'était clairement pas de se déplacer, sinon ils auraient pu prendre des voitures plus chères et plus utilisées. Donc ça, je pense que vraiment l'industrie automobile l'a compris et le marketing de l'industrie automobile, il l'a compris. Donc attention déjà sur les voitures neuves à ne pas confondre désir et besoin. Quand on achète une voiture, notre besoin, c'est de rouler, c'est de se déplacer d'un point A à un point B, c'est de se déplacer aussi en famille, c'est de gagner du temps, etc. Quand on décide d'aller vers une voiture neuve, en général, il faut juste être honnête avec soi-même. On a envie d'avoir une voiture neuve, mais on n'en a pas besoin. C'est impossible d'avoir besoin d'une voiture neuve, c'est uniquement un désir. Ça, c'est la première chose. Attention aussi, selon lui, au coût caché réel de la possession d'une voiture neuve. Alors, qu'est-ce qu'il entend par les coûts cachés réels de la possession d'une voiture neuve? Selon lui, déjà, toutes les enseignes automobiles, tous les automobilistes en tout cas, négligent la partie combien ça va me coûter d'entretenir ma voiture neuve. Par exemple, une voiture neuve, c'est donc une voiture récente qui va fonctionner beaucoup avec de l'électronique. C'est une voiture qui va fonctionner parfois avec des matières un peu innovantes, qui va fonctionner avec des marques de pneus plus récentes. Bref, tout ça, le jour où il faut le remplacer ou le réparer, ça vous coûte forcément plus cher. Donc, une voiture neuve, d'ailleurs, je crois qu'il y a des gens qui disaient qu'ils avaient pris à crédit ou qui s'étaient fait un grand plaisir en achetant une Ferrari ou une Porsche. Voilà, il y a pas mal de gens qui rêvent de ce type de bagnole et qui disaient, mais en fait, c'est un truc de fou. C'est-à-dire quand on doit changer les pneus d'une Porsche, on en a pour 2 000 ou 3 000 euros. Donc en fait, attention, il y a la valeur du bien que vous allez acheter. Donc votre véhicule neuf, par exemple, vous allez l'acheter 30 000 ou 50 000 euros. Est-ce que vous avez bien calculé ce que ça va vous coûter par an de pouvoir le maintenir, l'assurer, y faire attention et de toute façon, là je vais à la suite.
attention aux potentielles pannes et problèmes mécaniques. En fait, il y a une fausse perception qui nous fait dire « Attention, si j'ai une voiture neuve, je suis immunisée contre les pannes ou les problèmes mécaniques. » C'est faux. Donc, il faudra de toute façon que vous mettiez de l'argent de côté pour la réparer au cas où il y a un souci, neuve ou pas neuve. Donc, ça s'ajoute, selon Pierre-Yves Maxwin, au coût caché réel de la possession d'une voiture neuve. Et enfin, Pierre-Yves Maxwin dit à partir du moment où vous achetez une voiture neuve, elle perd sa valeur. C'est ce qui s'appelle la dépréciation du véhicule. Il suffit de regarder le nombre de véhicules à l'Argus qui ont perdu de la valeur. Plus vous gardez longtemps une voiture neuve, moins elle a de la valeur, ce qui fait qu'il y a des gens qui ont envie d'avoir toujours une voiture neuve et qui vont passer par des systèmes où ils la remplacent tous les ans, histoire qu'elle ne perde pas trop de valeur. Quoi qu'il en soit, le premier mois où vous roulez avec, elle a déjà perdu de la valeur, c'est mathématique. Donc attention à tout ça et attention en tout cas, selon votre façon de gérer vos finances et votre désir et votre passion pour l'automobile, à ne pas trop se donner d'excuses. Là, je ne juge absolument pas. Je vous dis, moi, j'ai vécu dans une famille où il n'y avait que des voitures neuves et moi, je suis la première à n'avoir que des véhicules d'occasion parce que j'essaye de vraiment faire attention à mes finances. Voilà, on enchaîne. On a encore 2 sujets qui, j'espère, vous plairont. Alors ça a été assez surprenant pour moi. Pierre-Yves Maxwin dit « Le confort, tu n'en as pas vraiment besoin. » Et alors ça, je me suis dit, mais enfin, comment il peut dire un truc pareil? Le confort, c'est quand même ce qu'on recherche tous. Et en fait, sa vision des choses m'a plu et j'ai décidé de vous la partager. Il dit que plus le confort croît, plus il gonfle l'estime de soi. Alors, il nous demande de faire très très attention au confort. Pourquoi? Parce qu'il nous dit qu'on a un besoin primitif et permanent de réconfort. C'est-à-dire que, et là je le rejoins à 100%, puisque cette semaine, j'avais besoin de réconfort émotionnel et je suis allée m'acheter un McDo. J'en suis pas très fière, mais en fait, chacun a des espèces de compulsions qui sont dues à son besoin de réconfort et très souvent, on va se réfugier dans quelque chose de financier. Donc, attention à notre besoin permanent de réconfort qui est là aussi une vue du cerveau. On n'a pas forcément besoin d'être réconforté par des choses payantes. Néanmoins, on a des envies tellement pressantes par rapport à ce réconfort qu'on a tendance à ne pas faire attention à notre budget. Ensuite, pour lui, s'habituer de trop au confort, c'est perdre l'habitude de l'effort, du sacrifice, de l'investissement et du dépassement. Alors évidemment, la vie n'est pas censée être un sacrifice permanent. Je crois d'ailleurs qu'il en parle dans ce chapitre-là et je suis assez d'accord avec lui. Par contre, pour lui, végéter dans une vie sans effort où tout se passe bien et on n'a rien à faire, c'est pas un objectif tangible et l'humain, pour lui, n'est pas fait pour ça. L'humain est fait pour progresser, pour apprendre, pour faire des erreurs et pour se dépasser. Voilà, ça c'est vraiment son objectif à lui et il le partage en disant que ça peut être quand même assez universel. Là où j'ai trouvé ça très vrai, c'est que ma fille va souvent sur TikTok. Elle me montre des vidéos de gens qui ont des maisons incroyables avec des outils pour tout. C'est-à-dire qu'ils ont une boîte dans laquelle ils mettent leurs légumes et ça les désinfecte. Ensuite, ils ont un petit truc qui réchauffe les petites serviettes pour les mains. Ensuite, ils vont avoir un aspirateur pour telle pièce. Enfin bref, ils ont des appareils qui font tout à leur place. Il y a des robots de partout dans leur maison. Je vous assure, c'est vraiment impressionnant. C'est dans des maisons asiatiques très souvent. Et en fait, ça fait presque peur quoi, de se dire « Ah ouais, à ce point, il y a des gens qui ne veulent plus rien faire. » quoi. Donc c'est assez étrange. Ça fait un peu penser à Wall-E, si vous connaissez, de Pixar. Bref. Donc, attention aussi à notre refus d'être dépassé. En fait, le confort, parfois, c'est une envie d'être à jour et de mettre à jour nos possessions. Donc, comme on a peur d'être has-been et d'être à l'ouest, on va dire, eh bien, on veut se mettre à jour en permanence en se disant « Mais attends, moi je la veux, reprenons l'exemple des voitures, par exemple, mais moi je la veux, cette voiture qui chauffe les fesses l'hiver sur le siège. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Bon, je ne pense pas, mais une fois qu'on a nos fesses bien vissées sur un siège qui fait de la chaleur, bah ouais, forcément, ça gonfle l'estime de soi, c'est exactement ce qu'il dit. Et là, on se dit, oh attends, moi j'ai une voiture qui fait ça, donc je comprends, voilà, moi je comprends, je tombe dans le confort, moi j'ai recherché toute ma vie le confort, donc, mais ça m'interroge, voilà, ça m'interroge beaucoup. Attention, selon lui, à la société de consommation qui entraîne forcément la société de confortation. Pour lui, quand on commence à surconsommer, à ne vivre que pour consommer, eh bien, on ne vit que pour être confortable et on passe à côté d'expériences qui peuvent être extraordinaires ou même de changements de vie qui auraient pu s'effectuer sans la moindre douleur financière parce qu'on n'a pas voulu faire des sacrifices au préalable. Donc, en bonus, je vous mets cette petite phrase, oulala, en matière de finances personnelles, on doit passer
par une période d'inconfort pour un jour atteindre le confort. Ça me rappelle la phrase de Robert Kiyosaki que je vous avais présentée dans une précédente vidéo sur des bouquins, qui disait une décision difficile entraîne une vie facile et une décision facile entraîne une vie difficile. Je me trompe peut-être sur les termes, mais vous m'avez compris. Hop! Donc le confort, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Eh bien la réponse normalement est non. Ensuite, posséder, en as-tu vraiment besoin? Et là on va terminer parce que j'ai déjà beaucoup parlé. Selon lui, la saine gestion des objets passe parfois par l'emprunt et non par la possession. Alors ça c'est quelque chose que j'ai découvert au fur et à mesure avec des sites comme Vinted, Le Bon Coin, etc. et dont je suis franchement adepte désormais. Ça n'empêche pas que j'ai des possessions. Ma machine à café, elle est à moi. J'ai de l'outillage, il est à moi. Enfin voilà quoi. Néanmoins, le but c'est pas de ne pas avoir de possession du tout. Selon Pierre-Yves McSween, c'est de se méfier de ce qu'on veut posséder. Il nous demande de faire attention déjà au coût de stockage induit par la possession. C'est-à-dire que ça coûte très cher de posséder au bout d'un moment. On a des maisons avec des sous-sols ou des garages remplis dans lesquels parfois on ne peut même plus faire rentrer une bagnole. On a des placards qui débordent et du coup on perd des objets parce qu'on ne sait pas où ils sont dans tout ce fouillis et on les rachète. Donc en termes de finances personnelles, pour lui, posséder trop, ça peut être vraiment un trou dans la finance personnelle et dans les projets en général, parce qu'on passe trop de temps à stocker et à s'occuper et à maintenir notre parc d'objets en fait. Attention aussi, donc ça on est vraiment dans l'encombrement, mais attention à la perte de contrôle. On est très souvent, quand on est surencombré d'objets, des fois on a juste perdu le contrôle quoi. C'est-à-dire que tout ce qu'on veut, tout ce qu'on désire, on finit par l'acheter. Et du coup, au lieu de se dire, comme la plupart des minimalistes par exemple vont conseiller, au lieu de se dire, tiens, quand je fais rentrer un objet chez moi, j'essaie d'en faire sortir un autre pour être toujours un petit peu dans un espace rangé, eh bien, on se laisse aller quoi. On a du rangement, on a des maisons de plus en plus grandes, des chambres de plus en plus grandes, et on stocke, et on stocke, et on stocke. Et quand on n'a plus la place à la maison, on finit par entreposer chez quelqu'un d'autre ou par louer des espaces de stockage. Donc financièrement, ça peut coûter très cher de posséder. Ensuite, attention à l'objet gardé au cas où. Alors là, je suis à moitié d'accord avec lui. C'est une très grosse lutte, l'objet gardé au cas où, pour tout le monde. Et je trouve que moins on a les moyens, plus on a tendance à garder des objets au cas où, mais ça se comprend en fait. Moi, j'arrive complètement à comprendre. C'est quand on a un espace épuré, ça veut dire qu'on est persuadé qu'on n'aura pas besoin d'un objet. Mais aussi parce que quelque part, on a peut-être les moyens parfois de se dire « bon, si vraiment j'en ai besoin, je le rachèterai ». Or, quand on n'a pas ces moyens-là, est-ce que ça ne donne pas une excuse, mais une excuse valable pour stocker? De se dire, en fait, moi je le garde, mais parce que si un jour j'en ai besoin, mais de toute façon, j'aurais pas les moyens de me le procurer autrement. Donc, je suis d'accord et pas d'accord avec lui. Oui, il faut pas garder que des choses au cas où. Moi, en général, je me donne un an et demi pour me débarrasser des choses dont je ne me suis pas du tout servie et je les revends ou je les offre. Mais on ne peut pas faire ça avec tout, sinon on a une maison complètement encombrée, évidemment, qui coûte très cher. Mais ça, pour moi, ça se comprend. Ensuite, attention à l'attachement à la glorification des objets depuis l'enfance. Et là, il explique que depuis que nos enfants sont petits, et moi, c'est quelque chose que j'ai fait, on leur dit qu'est-ce que tu voudrais pour ton anniversaire, qu'est-ce que tu veux plus tard, de quoi tu rêves, etc. Et très souvent, ça se ramène quand même, quand on dit à un enfant qu'est-ce que tu veux pour ton anniversaire, on lui dit mais de quel objet tu voudrais posséder en fait. Donc très rapidement, on associe qu'une récompense, elle est forcément dans la possession d'un objet. Et ça, une fois que c'est rentré dans le cerveau, c'est très difficile de le sortir. Moi, par exemple, ce Noël, on a fait en famille un système de Secret Santa, donc de Père Noël secret, dans lequel il y avait un cadeau par personne. Une personne donnait un cadeau à une autre personne et c'est tout. C'est-à-dire qu'on ne se retrouvait pas avec 5 cadeaux par personne parce qu'il y avait 5 invités autour de la table. Non, c'était une personne égale un cadeau offert, un cadeau reçu. Point. Et le but était d'éviter de se retrouver dans des escalades budgétaires et d'objets et de surconsommation. Eh bien, je vois que pour la majorité, ça a marché. Ils se sont dit, c'est vrai, moi, je préfère avoir un objet dont j'ai vraiment besoin que d'en avoir 50 qui me font chier à la maison.
À côté de ça, j'ai bien vu qu'il y avait certaines personnes qui étaient un peu déçues, quoi. Elles aiment, et ça se comprend parce que c'est induit depuis l'enfance, elles aiment le fait d'être gâtées. Donc voilà, attention à notre culture aussi, à la glorification des objets. On est finalement, j'avais vu dans un documentaire sur le minimalisme, sur Netflix, qui est génial, on n'est finalement pas assez matérialiste. C'est-à-dire qu'on multiplie les objets, mais on ne s'attache pas aux bons objets, on n'en prend pas suffisamment soin et on ne les garde pas suffisamment longtemps. Si on était matérialiste dans le bon sens du terme, eh bien on ferait attention à la durabilité des choses et pas à la possession de plein de choses. Voilà, donc j'ai trouvé ça très intéressant. J'espère que ces réflexions vous auront plu. Partagez-moi votre avis, vraiment ça me ferait très plaisir. Et je vous présente très rapidement le livre que j'aimerais étudier pour une prochaine vidéo, qui est le livre de Marie-Paule Doucet, Savoir économiser, la méthode pour dépenser moins et consommer mieux. Elle parle vraiment beaucoup d'économie. Et donc j'ai retrouvé ce livre qui date d'il y a un petit moment, donc je pense que ça fait bien 15 ans que je l'avais et je l'ai retrouvé. Et Marie-Paule Doucet faisait des émissions sur M6, je m'en rappelle très bien, sur les économies. Elle aidait des familles qui étaient en difficulté financière. Donc voilà, j'ai hâte de me replonger dans ce bouquin et de vous en parler. J'espère que ça vous a plu, ce sujet, et que ça vous plaira d'aller dans ce bouquin avec moi. Allez, hop, on passe très rapidement à mes enveloppes budgétaires. Vous allez voir, comme d'habitude, quand je suis en No Spend Challenge, c'est très rapide. En alimentation, je m'étais mis 90 €. Alors, je le précise à chaque fois, mon mari met sa part aussi. Donc, 90 € plus 150 € de mon mari. Moi, il me reste aujourd'hui 6,39 €. Et pour cause, je vous disais que j'avais craqué sur un McDo. Je n'avais pas de budget sorti. Donc, voilà, c'est parti là-dedans. Au niveau de la voiture, j'ai un budget de 200 € par mois. Il me reste 66,47 €. J'ai fait un plein à 78,51 €. En ce moment, le carburant dépasse les 2 €. Enfin, c'est en train de baisser tout doux le hibou, mais vraiment doucement, quoi. Donc, le carburant est cher. Je suis dans une voiture, je roule dans une voiture essence. J'ai commencé à mettre de l'éthanol, je vous explique. Je pense qu'il faudrait que je fasse une vidéo maintenant sur vraiment comment consommer moins de carburant. Toujours est-il que je suis passée en partie à l'éthanol et au lieu que mon plein me coûte plus de 100 €, il m'en a coûté 78. Donc je ne suis pas mécontente, même si j'aimerais que évidemment le pétrole soit moins cher. En budget maison, il n'y a pas de budget maison, je suis en challenge de dépenses de mois blanc. Certains m'ont dit que ça s'appelait un mois blanc. Mois blanc égale je ne dépense que pour mes frais fixes obligatoires et frais variables. Je ne fais pas de shopping ou de dépenses superficielles. Pour mes chats, j'ai toujours mon budget que je vais dépenser normalement cette semaine pour acheter l'antipuce, donc 10 €. Je n'ai pas d'enveloppe plaisir pour moi. J'ai une enveloppe entre guillemets plaisir pour ma fille, mais en fait elle contient aussi son soutien scolaire. Donc le soutien scolaire m'a coûté 105 € sur les 140 que j'avais prévus. Il me reste 32 € pour elle. Si elle m'en fait la demande, sinon, eh bien, ma foi, ça fera du surplus pour d'autres catégories ou pour le mois prochain. En santé, j'ai donc 10 € actuellement et j'ai pour le moment rien dépensé. Je les garde pour la pharmacie. Sortie resto, pas de sortie resto. Alors, qu'est-ce que j'ai prévu de faire? Parce que le mois est quand même long et pas simple. J'ai eu plusieurs mésaventures financières ce mois-ci. J'ai eu un problème de plomberie qu'il a fallu dépanner en week-end. Ça m'a valu un petit chèque de 90 €. Je suis ravie, donc ça, c'était pas prévu. Évidemment, je vous disais que j'avais craqué sur un McDo. C'était pas super prévu non plus. Hein. Un sou est un sou quand on fait un No Spend Challenge. Et au niveau de la santé, eh bien, il y a eu un problème de transmission de mes données entre ma carte vitale et ma mutuelle. Résultat, alors ça je ne l'ai pas noté parce que ça devrait m'être remboursé, mais j'ai dû faire une avance de quasiment 70 € de médicaments, consultations, etc. qui d'habitude sont payés par le tiers payant. Donc c'était pas vraiment prévu et c'est un peu pénible comme j'ai pas le droit au découvert avec mon compte Boursorama, c'est pas simple. Ensuite, en termes de... Qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Parce que tout ça m'a un petit peu plombassé le budget. J'ai accepté de donner un cours dans une école pas très loin, un cours en web marketing pour des étudiants en 3e année de web marketing. Donc je crois que l'heure est payée une 50aine d'euros. Donc ça va me faire un petit complément de revenu. On verra quand est-ce qu'il sera
On verra quand est-ce que je serai payée. Je teste également d'autres petits compléments de revenus. Bref, j'aurai l'occasion d'en parler, mais j'essaye aussi d'optimiser encore certaines choses pour pouvoir rattraper la boulette. Donc là, j'ai décidé de changer de fournisseur email pour mon activité Louise Budget et de faire des économies. Alors le logiciel que j'ai essayé était vraiment pas cher et je comprends pourquoi, parce qu'il ne fonctionne pas très bien. Donc au final, j'ai pas fait d'économie, j'ai peut-être même perdu de l'argent encore à tester des choses ce mois-ci, mais je ne m'avoue pas vaincue, je vais y arriver. Et enfin, qu'est-ce que j'ai réussi à optimiser ce mois-ci? Oui, mon contrat de fournisseur internet, j'étais chez Free, arrive au terme des 1 an et je vais pouvoir le résilier et je vais pouvoir partir chez Soch grâce à Origami. J'ai une offre géniale de 14,99 € au lieu de 29,99 € que je payais précédemment. Donc je fais quand même une économie très chouette de près de 15 € par mois et donc de presque 180 € par an. Voilà, donc je vous invite aussi, quand vous avez des difficultés, à aller voir ce que vous pouvez continuer à creuser dans vos dépenses obligatoires, et allez faire votre petit point sur Origami de façon à diminuer ces dépenses et laisser toute l'équipe d'Origami faire le travail à votre place, c'est-à-dire que c'est 100% gratuit et moi je ne me suis occupée d'aucune démarche. Là je vais bientôt recevoir ma box, ils ont fait la portabilité de mon numéro de fixe, ils se sont occupés de tout, de la résiliation avec mon précédent fournisseur, bref, sérénité, merci Nicolas d'Origami, tout va bien. Voilà, eh bien c'était une vidéo comme d'habitude pour moi plus longue que prévu puisque je m'emballe sur tous ces sujets. J'espère que votre mois blanc pour ceux et celles qui le font se passe bien. Pour celles et ceux qui ne le font pas ou qui ont des difficultés financières ou pour qui ça se passe tout simplement bien, faites-le moi savoir en commentaire. Soutenons-nous de toute façon, qu'il y ait problème financier, pas problème financier. La finance personnelle, c'est un effort et je suis contente qu'on puisse le faire tous ensemble parce que je pense que ça fait partie aussi de la motivation et de l'idée de maintenir, de se maintenir à niveau et puis de garder en tête ces petits objectifs. Donc bravo à toutes et à tous pour ça. Et puis, comme d'habitude, moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous et prenez bien soin de vos petits sous. Bye 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 bye.